Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je remercie Stéphane Molinier d'avoir coordonné ce numéro sur les industries de défense et leurs enjeux et d'avoir accepté d'animer cette table ronde et tous ceux nombreux qui ont contribué, dont plusieurs sont autour de la table. D'abord, pourquoi ce numéro des Annales et cette table ronde? Jamais notre sécurité collective n'a été à ce point remise en question depuis la fin de la guerre froide. L'actualité confirme que nous vivons une profonde rupture stratégique que traduit à l'Ouest la National Security Strategy rendue publique par la Maison Blanche fin novembre, précédée par le sommet de l'OTAN de juin, le couplage inhabituel entre politique commerciale et stratégie de défense en juillet et en septembre, et puis par les positions des États-Unis sur l'Ukraine, sur Israël, sur l'Iran, le Venezuela, le Groenland, tandis qu'à l'Est a émergé la guerre menée par les Russes et que se poursuit la pression globale des Chinois, et enfin qu'émergent de nouveaux acteurs des industries de défense, en Turquie et en Corée du Sud notamment. Le monde est donc aujourd'hui plus dangereux et incertain. Aux stratégies de déstabilisation de certains États et acteurs privés s'ajoute désormais la volatilité du partenaire américain. Notre pays fait face à de nouvelles menaces liées à la guerre hybride, à l'essor des drones dans tous les milieux. Je note d'ailleurs que c'est un drone qui a permis d'abîmer le sarcophage de Tchernobyl, ce qui n'était pas une très bonne nouvelle, ou encore à l'émergence de nouveaux espaces de conflictualité, des fonds marins à l'espace, en passant par le cyber, objet du numéro de décembre dont Alexia a eu la gentillesse de vous donner l'URL en ligne. Et puis la très haute altitude également. Dans le même temps, les ruptures technologiques s'accélèrent et changent la donne. L'innovation dans le spatial, la furtivité, l'hypervélocité, l'intelligence artificielle ou encore le quantique en matière militaire sont des leviers de puissance décisifs. Je note d'ailleurs que nous ferons un numéro sur le quantique au mois de mai. Le 13 juin 2025, le président de la République a réaffirmé l'ambition de la France en matière de défense et d'autonomie stratégique, soutenue par un effort budgétaire pour le réarmement, pour autant que le Parlement se décide à voter la loi de finances. Après les 2 lois de programmation militaire, ce nouvel effort est d'autant plus remarquable qu'il est consenti dans un contexte budgétaire hyper tendu, et il aura conduit d'ici 2027 à doubler le budget des armées jusqu'à 64 milliards d'euros. De même, au niveau européen, là où l'Agence européenne de défense était restée avec des moyens non significatifs, on voit surgir un programme doté de 150 milliards avec des objectifs de préférence européenne. Tout ça modifie profondément la base industrielle des technologies de défense, qui en France représente plus de 4000 entreprises, dont des champions mondiaux, laquelle est un atout qu'il faut jouer pour renforcer la donne de l'Europe et de ses États membres, sauf à ce qu'ils soient les victimes d'un retour à des empires qui ne reconnaissent que la force pour droit. Il faut pour ça s'en donner les moyens, mener de grands chantiers structurants, chercher des synergies entre les volets civils et militaires. L'État a ainsi passé 240 milliards d'euros de commandes depuis 2017, contre 145 entre 2010 et 2017, et ce dans un contexte où les dépenses mondiales de défense atteignaient 2 718 milliards de dollars en 2024, soit le double de 2000. Les entreprises ont elles aussi réalisé des avancées significatives, avec par exemple l'augmentation des cadences de production, tant pour les avions que pour les missiles, les canons ou les obus. Stéphane, merci encore donc d'avoir coordonné ce numéro. C'est à toi de présenter les orateurs pour décrire ce qui a été fait et les défis à surmonter. Je remercie également Alexia Capelman, secrétaire générale des Annales, à qui nous devons la qualité formelle de ce numéro et d'avoir rendu cette réunion techniquement possible. Au sujet de la présente table ronde, sa version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de la retrouver sur le site des Annales. Et nous aurons des questions après chaque exposé ou à la fin, selon ce que vous trouverez le plus approprié. Stéphane, c'est à toi la parole. Bonjour à tous. Merci Grégoire pour cette ouverture. Effectivement, j'ai eu le plaisir de coordonner avec Éric Hubert, vice-président chez Thales, la rédaction des articles de ce numéro de Réalité industrielle consacré aux industries de défense. Comme tu l'as souligné, ce numéro arrive à un moment décisif et dans le contexte que tu viens de nous rappeler, la France a réaffirmé son ambition en matière de défense et d'autonomie stratégique et décidé d'accélérer le chantier de l'économie de guerre pour concrétiser des gains à la fois capacitaires et opérationnels. Je vous propose de donner la parole dans quelques instants à Antoine Bouvier, tout d'abord, qui a dirigé la stratégie d'Airbus pour nous présenter les enjeux auxquels doit répondre l'industrie de défense, représentée en France par sa base industrielle et technologique forte de 4000 entreprises. Je demanderai ensuite à Arnaud De Vries, consultant chez Porsche Consulting, quels sont les leviers pour accélérer le réarmement en Europe sans acheter massivement des armes extra-européennes. Un autre défi crucial est le financement de notre industrie de défense.
Nous devons impérativement donner aux entreprises les moyens d'investir dans l'innovation, de nouvelles capacités de production, des stocks plus importants, dans la formation, dans les recrutements. Nicolas Berdoux, directeur d'investissement des fonds Innovation Défense et Definvest chez BPI France, nous apportera quelques éléments de réponse sur cette question du financement des entreprises et notamment des entreprises duales. Il n'y a pas d'industrie de défense sans les hommes et les femmes compétents dans le domaine. Nous aurons une présentation vidéo de Marie-Hélène Barou, directrice générale de Super-Héros, pour nous présenter les enjeux d'adaptation des formations initiales et continues pour répondre aux besoins des industries aérospatiales. Industries qui présentent de fortes synergies entre les domaines civils et militaires. Je vous propose ensuite d'élargir notre regard à l'international avec Benoît Rademacher, directeur adjoint de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, qui nous présentera un panorama international des dynamiques à l'œuvre dans le secteur des industries de défense. Et enfin, Léo Peria-Peigné, chercheur au Centre d'études et de sécurité de l'IFRI, nous présentera les industries de défense de Corée du Sud et de Turquie, en fort développement et à l'assaut actuellement des marchés internationaux de l'armement. Donc, je vais donc donner la parole successivement à nos intervenants pour une intervention d'une dizaine de minutes chacun. Et nous aurons ensuite un jeu de questions-réponses avec les participants en ligne ou présents autour de la table. Donc, je vous rappelle que les débats sont enregistrés et donc j'invite à chacun à s'exprimer clairement. Tout d'abord, Monsieur Bouvier, fort de votre expérience chez Airbus et MBDA, pouvez-vous nous apporter un éclairage sur les enjeux auxquels doit répondre l'industrie de défense nationale? Je vais essayer en tout cas. La revue a été publiée en août 2025, donc 6 mois se sont écoulés depuis cette parution. De nombreux événements, de nombreuses surprises stratégiques, politiques durant ces 6 mois, à la fois américaines, chinoises, européennes aussi. Donc ce que j'ai essayé de faire, et je vais le résumer en une dizaine de minutes, c'est de reprendre les 5 enjeux que j'avais identifiés en août de l'année dernière pour comprendre si ces enjeux ont évolué, de quelle façon ils ont évolué, et pas tant pour les mettre à jour que pour identifier quelles sont les tendances qu'on peut, qu'on peut trouver à ce sujet de l'industrie de défense. Donc le premier enjeu que j'avais mentionné dans mon article, et je reprends le titre du chapitre, réaffirmer la raison d'être de l'industrie de défense, composante essentielle de l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Vous avez compris que ces mots, raison d'être, autonomie stratégique, viennent d'une succession de publications dont la plus claire a été le Livre blanc de 2013, où la mission de l'industrie de défense était clairement définie comme assurer l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Et je trouve que la question se pose aujourd'hui de savoir si ce mot autonomie est effectivement le mot qui correspond à la situation. Parce que l'autonomie, c'est la capacité d'une certaine marge de manœuvre dans un cadre qui vous est donné. Et quand on parlait de l'autonomie stratégique de l'Europe, on faisait l'hypothèse implicite que ce cadre de sécurité était le cadre de la sécurité collective de l'OTAN et que la France et l'Europe, dans ce cadre de sécurité collective, développaient un certain niveau d'autonomie. Mais aujourd'hui, cette question se pose, à mon avis, de façon assez différente. Si ce cadre de sécurité collective est lui-même menacé, la question n'est plus celle de l'autonomie, mais de l'indépendance. Et les enjeux et les conséquences sont absolument considérables. C'est un changement de paradigme. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui le moment de passer d'un objectif d'autonomie à un objectif d'indépendance, mais je pense que c'est le moment en tout cas de se poser la question sur les termes, parce que l'indépendance dans un monde aussi interdépendant qu'il est, quelles que soient les confrontations, est une indépendance qui, de fait, est basée sur des interdépendances équilibrées. Et donc, quand on parle d'autonomie, on parle d'une capacité à agir de façon autonome dans un cadre donné, mais si on parle d'indépendance, on se donne comme objectif de construire progressivement des interdépendances équilibrées avec des pays qui sont nos compétiteurs, mais également avec les États-Unis. Donc l'objectif et le cadre qu'on définit me semble de nature assez différente de ce qu'on pouvait mettre sur la table, y compris en milieu d'année dernière. Et vous voyez, quand le Danemark s'étonne
il y a une déclaration extraordinaire du ministre de la Défense du Danemark qui dit je viens de confirmer en octobre 2025 l'achat de 16 F-35 sur un total de 43 commandés par le Danemark. Et donc le ministre s'étonne. Nous avons acheté le F-35. Pourquoi vous nous menacez, dit-il aux États-Unis. Et cette phrase est extraordinaire parce qu'elle est vraiment exemplaire de ce qui a été pendant des années, qui continue à être le paradigme de l'armement américain en Europe, c'est-à-dire réassurance militaire contre achat de matériel américain. Et vous vous souvenez de ce qu'avait dit la ministre Florence Parly, l'OTAN c'est l'article 5, c'est pas l'article F-35. En une phrase, c'est résumé de façon extraordinairement humoristique et en même temps très, 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 très percutante. Donc je pense que la question aujourd'hui, c'est la question de l'indépendance par rapport à l'autonomie. Et cette question d'indépendance soulève tout un ensemble de sujets, dont un sujet très ancien, puisque c'est le sujet qui avait été un des points importants du traité de l'Élysée, en 1963, qui était entre la France et l'Allemagne une vision stratégique commune. Et aujourd'hui, cet objectif dont on ne peut pas vraiment dire qu'il a été réalisé entre la France et l'Allemagne devient un objectif au niveau européen d'une vision stratégique commune, parce que l'autonomie ne nécessite pas une vision stratégique commune, mais l'indépendance nécessite une vision stratégique commune. Donc voilà comment je l'aurais fait évoluer 6 mois après le premier point. Un deuxième point, deuxième enjeu, répondre aux besoins immédiats des forces armées, augmentation des cadences, insertion de nouvelles technologies. Je reprends encore une fois le titre de mes 5 parties du mois d'août. Je pense que ce qui est nouveau depuis le mois d'août, bien que on avait déjà cet objectif REARM 2030 Europe, avec un objectif qui était un objectif un peu notionnel de la fin de la décennie, parce qu'il fallait, je pense, trouver une date charnière. Donc on a dit REARM 2030. Mais quand on regarde un certain nombre de déclarations, dont celle du chef d'état-major des armées au Congrès des maires, 2030 n'est plus seulement une date symbolique. 2030 est la conclusion d'un certain nombre d'analyses stratégiques, de scénarios qui sont mis en place. L'Allemagne dit 2029, le chef d'état-major a dit d'ici à 2027-2028. Donc on voit que dans les 6 derniers mois, et c'est quelque chose qui peut évidemment nous effrayer, mais en même temps qui nous rassure si c'est une base d'une programmation raisonnable des efforts de défense. L'horizon temporel se précise quelque part à la fin de cette décennie. Et quand on a un horizon temporel, ça veut dire qu'on a un compte à rebours sur les actions qui sont mises en place, et on a des objectifs qui sont des objectifs temporels, des objectifs de priorité. Et de mon point de vue, il y a 2 types de priorités. La priorité sur la masse, c'est-à-dire le nombre d'équipements, et la priorité sur la technologie, c'est-à-dire la performance. Et au sein de ces 2 grandes priorités, il y aura même des priorités sur la masse entre les différents types d'équipements, malgré un objectif d'augmentation des cadences important. Au total, je crois que l'industrie de défense, depuis le début de la guerre en Ukraine, a produit environ 10% de plus. Mais dans certains cas, les missiles, les obus, les munitions, l'artillerie César, 3-4 fois de plus. Donc on voit que cette augmentation générale finalement assez limitée est extrêmement différente selon les types d'armement et les secteurs. Donc on va devoir trouver d'ici à 2030 une différenciation très forte qui va évidemment créer des tensions budgétaires, évidemment créer des tensions entre les industriels, selon que leurs produits sont prioritaires ou pas, et deuxième élément, des priorités à définir entre la masse et la technologie, avec une approche qui me semble intéressante, en tout cas qui a été très largement mise en place en Ukraine, c'est de regarder quels sont les différents cercles. Le premier cercle le plus solide sur le long terme, c'est le développement de nouveaux produits, mais c'est très coûteux et c'est long. Ensuite, il y a une autre approche qui est très prisée des Britanniques et des Américains, qui est l'approche incrémentale, c'est-à-dire sur un même produit, on incrémente l'application de nouvelles technologies. Et enfin, il y a ce que font les Ukrainiens, qui était quelque chose qu'on avait peut-être sous-estimé, mais qui est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus rapide, c'est l'insertion technologique. C'est-à-dire qu'on rajoute une couche de technologie, ce qu'a fait par exemple Helsing sur les canons César en Ukraine. Les canons sont exactement les mêmes,
mais on a rajouté une couche système et une couche d'intelligence artificielle qui est rapide à mettre en œuvre et qui est très peu onéreuse également à implémenter. Donc je pense que si cet horizon qui évidemment nous fait peur, mais quand on écoute le général Mondon au Congrès des maires, son objectif n'est pas un objectif de va-t-en-guerre, cet objectif est un objectif de dissuasion pour éviter précisément qu'il y ait un conflit. Donc cette échéance va nous obliger de manière très très difficile probablement à faire des grands arbitrages entre masse et technologie, et au sein de la masse entre équipement, et au sein de la technologie entre développement, incrément et insertion. Troisième point que j'avais identifié en mois d'août, s'engager résolument dans la construction de l'Europe de la défense. Je pense que c'est encore plus valable aujourd'hui. Que nous a dit au mois de janvier 2000 ou février 2025 le vice-président Vance? Il nous a dit quelque chose qu'on savait déjà, mais qu'on avait quand même des difficultés à accepter, qui était que les Américains restaient certes nos alliés, mais ce qu'il a appelé de manière très claire des alliés de dernier recours. Des alliés de dernier recours qui sont simplement les alliés que les Américains ont été pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, on a le premier choc, et ensuite, il y a des alliés de dernier recours. Mais l'allié de dernier recours n'est pas celui qui rentre en conflit en même temps que les Européens. C'est celui qui rentre en conflit après les Européens. Et quand on relit l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, que dit cet article, qui est un traité de l'Union européenne? Il dit que l'OTAN est à la responsabilité de la défense collective des pays européens et son instance de mise en œuvre. Donc on voit bien que l'OTAN a une double facette, est ambivalent. L'OTAN, c'est à la fois une protection par la défense collective, mais par l'implication des États-Unis dans les systèmes de commandement, dans les doctrines, dans les règles d'engagement, l'OTAN est aussi un moyen de contrôle par les États-Unis d'une escalade, potentiellement une escalade nucléaire, qui serait contraire à l'intérêt des États-Unis. Donc il est difficile de miser sur l'OTAN pour l'Europe de la défense. Il est difficile de miser également, bien que ce soit probablement une des voies à suivre, sur un pilier européen au sein de l'OTAN. Les coalitions ad hoc ont montré dans l'histoire toutes leurs difficultés, mais c'est pourtant aujourd'hui ce qui est envisagé si la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne s'impliquent dans les garanties de sécurité en Ukraine. Donc on a un enjeu européen qui n'est pas un enjeu de défense collective, mais qui paradoxalement est un enjeu industriel. Parce que la Commission s'est saisie de ces questions de défense un peu par effraction, il faut bien le reconnaître, même si c'est quelque chose qui nous va bien. Et le Parlement, d'ailleurs, a à plusieurs reprises contesté cette entrée de la Commission dans la compétence défense. La Commission est rentrée dans la compétence défense par l'industrie, en disant l'industrie de défense est une industrie comme une autre, et progressivement, l'industrie de défense est devenue une industrie de souveraineté, la BITDE, dans la politique de la Commission. Donc, la responsabilité de l'industrie dans la construction de l'Europe de la défense est d'autant plus importante et essentielle que la défense collective de l'Europe, c'est l'OTAN, avec les limitations qu'on vient de mentionner, et l'Europe de la défense est en fait une Europe des programmes et une Europe industrielle. Donc l'enjeu majeur pour l'industrie de défense dans la construction de l'Europe, c'est bien de répondre présent dans les objectifs et les politiques européennes, et je dirais, c'est mon point suivant, de mener à bien les prochaines générations des grands programmes structurants. Parce que en l'absence d'Europe de la défense militaire, c'est l'Europe de la défense des programmes, des industriels qui va prendre la relève. Et cette Europe des programmes, c'est une Europe qui, aujourd'hui, se structure autour de quelques programmes majeurs, qui, pour certains, sont bien engagés, pour d'autres sont contestés, pour d'autres font l'objet de polémiques dans chacun des pays. Vous voyez, je pense au SCAF, par exemple. Mais quand vous prenez ces 6 programmes, que je vais rapidement énumérer, le SCAF, le MGCS, l'hélicoptère du futur, Iris-Square, le FMTC, cargo de capacité moyenne, et la frappe de la profondeur, France, UK, Italie, avec MBDA, ces 6 programmes couvrent pratiquement tout le spectre des capacités opérationnelles, couvrent pratiquement tout le spectre des technologies et couvrent pratiquement tout le spectre des capacités industrielles. Donc, on a, je dirais, sous la main, disponible 6 programmes qui répondent de façon assez complète à cet objectif de construction de l'Europe de la défense.
Et dernier point, je vois que le temps passe. Mon 5e point en août était promouvoir, au-delà des questions budgétaires, l'esprit de défense. Je pense que la référence aujourd'hui, c'est le discours du général Mandon, SEMA, au Congrès des maires de France, en novembre 2025, qui a d'abord décrit la dégradation de la situation. Le décrire au Congrès des maires, c'est un symbole politique extrêmement fort, parce que les maires, c'est l'élu de proximité. C'est pas Paris. C'est celui qui est auprès, dans chacune des communes, des citoyens et de la population française. Donc c'était un message de proximité. Et que nous a dit le général Mandon? Il a dit, ce qui a beaucoup frappé les esprits et suscité quelques polémiques, accepter de perdre nos enfants, mais accepter le risque de perdre nos enfants, parce que si on prend ce risque, si on accepte ce risque, c'est précisément ce qui nous protège. Et c'est, je pense, important de le noter. Il n'a pas dit, vous allez perdre vos enfants. Il a dit, vous devez accepter ce risque précisément pour que vous ne les perdiez pas. Et deuxième point qui me paraît aussi important, accepter de souffrir économiquement. Parce que je ne crois pas qu'on voit partir nos enfants à la gare de l'Est avec le fusil accroché à la bretelle. Ce qu'on va voir probablement si un conflit se dessine, c'est effectivement du conventionnel de haute intensité avec nos équipements et notre armée de métier, probablement en réponse à des tests sur l'article 5. Mais en France, quelque chose pour lequel le Covid était un hors-d'œuvre extrêmement facile. On verra des drones qui empêcheront le trafic aérien, on verra des trains qui dérailleront, on verra des coupures d'électricité comme en Ukraine. On verra des coupures de chaînes d'approvisionnement, on sera plus chauffé et on aura des fake news qui nous montreront les uns contre les autres. C'est ça qui nous attend. Et ces deux éléments sont des éléments qui ont été soulignés par le SEMA et qui, je pense, sont complémentaires dans la notion d'esprit de défense. Et Stéphane, je finis bientôt parce que je vois que j'ai dépassé mon temps. Et je me suis dit, si j'avais aujourd'hui à réécrire cet article, est-ce que j'aurais d'autres enjeux? Eh bien oui, j'en aurais 3 sur lesquels je vais passer très rapidement. Le premier, c'est la dissuasion, parce que ce conflit en Ukraine est un conflit nucléaire au sens du troisième âge nucléaire de l'amiral Vendier, c'est-à-dire un conflit nucléaire un conflit conventionnel de haute intensité qui se développe sous la voûte nucléaire qui elle-même a augmenté d'altitude. Et l'amiral Vendier l'avait bien prévu, et on se trouve aujourd'hui dans la situation où à la fois les plateformes et les effecteurs des deux composantes océaniques et aéroportées vont devoir être renouvelés, donc avec un effort financier et budgétaire considérable, et avec également une mobilisation des ressources techniques et industrielles considérables, quelque part dans la prochaine décennie. Donc c'est un enjeu, de mon point de vue, absolument majeur. Un enjeu que j'aurais mentionné aussi, c'est la résilience économique, industrielle, budgétaire, technologique, c'est-à-dire l'économie de guerre, ce n'est pas l'économie de la guerre. C'est un pays qui se met en économie de guerre et le taux de change dollar-euro est un élément de l'économie de guerre, en tout cas vu des États-Unis. Et si la Chine suit l'évolution de ce taux de change, c'est précisément parce que la Chine considère que le taux de change entre sa monnaie et le dollar est un élément de guerre économique. Donc, une approche beaucoup plus générale de la notion d'économie de guerre, avec les risques sur la monnaie, sur le commerce, sur l'embargo de matériaux, de composants. Et dernier point que j'aurais mentionné plus clairement que je ne l'avais fait au mois d'août, c'est la notion de critère ESG qu'on a mentionné, avec un objectif, un concept qui, je pense, doit être développé, documenté, la notion de sécurité durable. Où on voit, c'est pas un oxymore, la sécurité durable, c'est quelque chose qui est extrêmement cohérent. La sécurité, mais la sécurité sur la durée, donc la durabilité, qui est un élément également de critères ESG. Donc voilà, en quelques minutes, pardon, de ce dépassement, la façon dont j'aurais fait évoluer les 5 thèmes enjeux que j'avais mentionnés et les 3 enjeux nouveaux que j'aurais essayé d'étayer. Merci beaucoup, Antoine, pour ce panorama qui nous ouvre des perspectives. Alors, vous avez notamment souligné la nécessité ou le risque de guerre de haute intensité. Et donc, risque de guerre de haute intensité signifie des consommations de munitions très importantes. Et donc, comment faire pour augmenter nos cadences de production dans ce secteur de la défense, pour produire plus vite, mais aussi pour produire plus innovant et moins cher? Donc, je vais donner la parole à Arnaud De Vries. Vous êtes consultant chez Porsche Consulting.
Vous avez travaillé longtemps dans le secteur automobile et donc vous allez pouvoir nous éclairer sur ces possibilités d'augmentation des cadences. Comment peut-on augmenter les cadences de production pour produire plus vite, moins cher, plus innovant? Merci Stéphane pour me céder la parole et merci Monsieur Bouvier, très, très heureux aussi d'avoir pu contribuer à aider MBDA dans ma carrière. Et je vais reprendre la balle au bon parce que je pense que vous avez mis le doigt sur les enjeux clés. Si on regarde effectivement la thématique sous l'angle industriel, effectivement, il y a un certain nombre de questions à se poser pour répondre aux enjeux que vous avez eu la gentillesse de rappeler. Peut-être premier élément, quelques éléments pour bien rappeler qu'il y a un certain nombre de paradigmes qui ont dicté, je dirais, la pensée industrielle armement depuis quelques années qui sont en train de bouger. On se l'est dit, les Américains changent complètement de stratégie, se retirent, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait apparaître des gaps capacitaires majeurs que M. Bouvier a rappelé hein, sur le C2, la frappe dans la profondeur, etc. Que l'Europe doit absolument combler dans la perspective d'un conflit haute intensité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, ça ne veut pas dire que parce qu'ils se retirent géostratégiquement, ils se retirent industriellement, voire encore leur volonté de rester dominant dans la fourniture de matériel à l'Europe. Donc, un retrait géostratégique, mais une présence forte d'un point de vue industriel et de leur emprise industrielle, qui peut potentiellement limiter nos marges de manœuvre. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément important, c'est la vitesse avec laquelle on répond aux enjeux qui ont été évoqués d'un point de vue, je dirais, politico-budgétaire. Et ça, on voit bien le décalage qu'il peut y avoir lorsque je discute avec certains industriels entre la volonté politique d'augmenter les budgets, de mettre plus d'argent sur la table et la réalité de ce qui se passe lorsque on regarde les commandes qui tombent effectivement dans l'escarcelle de notre BITD chez les primes et chez les autres. Il y a un décalage qu'on espère, que j'espère que sera comblé dans les mois et les années qui viennent. Troisième élément qui a bougé dans le paysage et ce de manière forte, et vous l'avez rappelé en introduction de cette table ronde, c'est l'apparition de nouveaux acteurs. Qu'ils soient étatiques, donc on pense à la Turquie, on pense à la Corée du Nord, il y a bien évidemment Israël qui est plus que combat proven hein, d'un point de vue des capacités et qui, eux, veulent aussi prendre des parts de marché et vendre du matériel sur le sol européen. Troisième élément qui a bougé, et je pense qui est particulièrement intéressant parce que nous vivons la même chose dans le monde automobile, c'est l'apparition d'acteurs très disruptifs. Pardon pour le terme un peu de consultant, mais je pense à Anduril, je pense aussi à notre champion européen comme Helsing, hein, par exemple, mais qui prennent complètement à rebrousse-poil l'habitude que l'on a pour développer des produits nouveaux et des capacités nouveaux. Si j'essaie de les décrire en quelques mots, parce que je trouve que ce sont des acteurs économiques intéressants, ils sont en mode, pardon pour l'anglicisme, mais product push, c'est-à-dire qu'ils poussent des solutions sur le marché sans attendre une spécification, d'accord, un peu comme le font les constructeurs automobiles qui essayent d'anticiper les futurs besoins de leurs utilisateurs et de leurs clients. Ils ont une vision qui combine deux éléments critiques, qui sont l'intelligence artificielle, vous l'avez rappelé, d'une part, mais également une vision industrielle, c'est-à-dire qu'ils pensent l'outil industriel en même temps que la technologie, un peu comme on le fait dans l'automobile, où vous pensez l'auto et la ligne de production en même temps, dans une optique de simultaneous engineering. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils vont beaucoup plus vite que nos industriels traditionnels pour proposer des solutions. Est-ce que ces solutions sont totalement pertinentes? Est-ce qu'elles sont adaptées? Oui, on peut se poser la question. Mais lorsque l'on voit ce qu'ont réussi à faire les Chinois dans le monde automobile, à développer notamment des véhicules en 24 mois, là où il en fallait 52 ou 60 pour un constructeur comme Porsche, par exemple, ça interroge aussi sur un nouveau modèle industriel. Donc, lorsque l'on combine tout ça, on peut se poser la question finalement de savoir quelle est la réponse industrielle aux enjeux qui ont été évoqués, à savoir répondre rapidement et vite à des montées en cadence pour faire face à un conflit de haute intensité. J'ai envie de dire, une partie de la réponse est sous nos yeux. Il y a un univers économique qui connaît bien ces sujets-là, qui vit des montées en cadence très fortes et des transformations technologiques très brutales. C'est le monde de l'automobile. On a vécu en quelques années de la disruption, on est passé de l'essence au diesel, du diesel à la micro-hybridation, de l'hybridation à l'électrique, de l'électrique à l'hydrogène, tout ça en faisant pivoter tout un système industriel, c'est-à-dire des usines, des supply chains, des compétences
au sein des acteurs en quelques décennies. C'est un exemple, je pense, qui est assez fascinant à regarder. Et pour s'en inspirer, l'idée, c'est pas de faire du copier-coller, parce que ça, on sait que ça ne fonctionne pas, c'est comment transposer les bonnes approches, celles qui ont fonctionné justement pour être résilient à des appels de charge très forts ou à des transformations technologiques très profondes, comme celle que est en train de vivre le monde de l'armement. Eh bien, peut-être vous apporter quelques éléments de réponse. Monsieur Bouvier a rappelé la combinatoire masse plus technologie avec plusieurs approches, insertion et développement incrémental, par exemple. Ben, si vous voulez réussir ça, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de prérequis dans la conception de vos systèmes à faire. Je m'explique. Une approche modulaire avec de la plateforme, c'est ce qui vous permet très très vite d'insérer des nouvelles technologies sur des briques déjà existantes et d'éviter de refaire des développements depuis le début. C'est ce que fait l'automobile. Vulgairement, une auto, c'est la plateforme à roulettes sur laquelle on vient changer le chapeau qu'il y a au-dessus. C'est un peu plus compliqué que ça, mais schématiquement, c'est ce qu'il y a derrière. C'est concevoir des produits non plus uniquement tirés par la performance et la technologie, mais en se disant qu'est-ce que mon outil industriel est capable de produire pour aller vite. C'est ce qu'on appelle le design for manufacturing, qui est certainement l'un des leviers les plus importants. Et puis après, ce sont des fondamentaux que tout le monde connaît très bien, mais qu'il est peut-être nécessaire d'appliquer de manière systématique chez l'ensemble des industriels de la défense, à savoir une approche lean, une approche en flux tiré, tactée, pour pouvoir produire beaucoup d'objets dans des temps courts, avec une répétabilité forte et un niveau de qualité extrêmement élevé. Donc vous avez ici quelques briques qui sont déjà utilisées dans le monde de l'automobile, qui pourraient être intelligemment transposées, adaptées, customisées pour le monde de la défense. Il y a un sujet clé, vous avez mentionné les 4000 entreprises de la BITD, notamment en France, et c'est la question de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons des géants industriels, des MBDA, des Safran, des Thales, qui sont des entreprises extrêmement performantes, mais elles s'appuient sur un tissu industriel qui, lui, est peut-être beaucoup plus fragile et sur lequel la robustesse de leur capacité à fournir les éléments clés, des cartes électroniques, des pièces mécaniques, des éléments de propulsion, etc. Enfin, je ne vais pas tout vous citer, mais leur capacité à résister à des chocs violents, donc à des agressions hybrides qui ont été mentionnées. Il y a quelques incendies un peu suspects depuis quelques temps en France. Il y a des cyberattaques qui se répètent. L'hybridicité du conflit, elle est déjà là et elle menace ces acteurs qui sont peut-être moins dimensionnés pour résister à tout cela. Et donc, en tout cas en France, et peut-être même en Europe, se pose la question de encore le terme un peu valise, mais de la solidité, de la robustesse face à des chocs de toute la supply chain qui fournit ces grands primes qui savent produire en masse. Donc, pour conclure mon intervention, je voudrais proposer un concept qui est en anglais le factory as a weapon, c'est considérer les usines comme des armes à part entière, comme faisant partie intégrante de notre système de défense, que notre outil industriel ne soit aujourd'hui finalement le moyen de répondre à ces enjeux, à monter en cadence rapidement en adoptant les principes que j'ai évoqués et à répondre à la menace ou aux menaces, qu'elles soient directes ou indirectes, auxquelles nous faisons face. Voilà les points clés que je souhaitais mentionner et je serais ravi de prendre les questions si on a sur la manière plus détaillée d'activer les différents leviers que j'ai évoqués. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long, Stéphane. Merci Arnaud, non, c'est parfait. Je vais maintenant proposer à Nicolas Berdou de nous donner quelques éléments sur le financement, parce que si on veut produire plus vite, en plus grande quantité, en plus grande capacité, il faut pouvoir financer les entreprises, et notamment les PME ou les startups qui interviennent à la fois sur le monde civil et le monde militaire, les startups donc dites duales. Donc Nicolas Berdou, je vous cède la parole pour une dizaine de minutes également. Merci. Petit coup d'œil dans le rétroviseur avant de démarrer pour se rappeler un petit peu la décennie précédente où on vivait un cercle vicieux avec la montée de l'ESG et l'exclusion de la défense de manière assez systématique par un grand nombre d'acteurs, avec également une taxonomie verte au niveau européen qui
qui a prévoyé, mais heureusement ça a été freiné et stoppé, d'exclure des investissements durables toutes les entreprises faisant plus de 5% de chiffre d'affaires dans la défense. Donc, on vient d'une décennie où on vivait à plein les dividendes de la paix et effectivement, il y avait quelques soucis de financement du secteur de la défense. C'est pourquoi BPI France, en tant qu'acteur public, avait mis tout un tas de dispositifs qu'on peut appeler continuum de la défense sur toutes les branches d'activité de BPI France, que je ne vais pas détailler ici, sinon il faudrait beaucoup plus que 10 minutes. Mais l'investissement, le financement bancaire, tout ce qui est déploiement de subventions publiques, l'accompagnement et le soutien à l'export. Donc, toutes les entreprises de la défense ont bien évidemment accès à tous les dispositifs BPI France classiques et ont également une surcouche. Ouais, du coup, à demain, Thibaut. Yes. Il faut que vous mettiez en mute, Thomas. Merci. Ouais, merci. Et donc, je disais donc le continuum de défense de BPI France qui a été mis en place bien avant la guerre, avec notamment le fonds Def Invest que je représente, qui a été mis en place dès 2017 pour accompagner ce secteur de la défense. Et je rejoins ce qu'a dit Antoine Bouvier. Moi, j'y souscris pleinement et je le répète souvent. Il convient d'intégrer à l'ESG la partie sécurité, puisqu'on le voit aujourd'hui, dès l'instant où le monde devient instable, les priorités de la précédente décennie sur l'environnement vacillent et on voit qu'il y a beaucoup moins d'intérêt sur ce sujet-là. Et donc, pour pouvoir penser durable, il faut aussi se sentir en sécurité. Donc, je ne voudrais pas revenir sur la pyramide de Maslow, mais on est pleinement dedans. Donc voilà pour le coup d'œil dans le rétroviseur. Maintenant, je ne vais pas rappeler le contexte effectivement du monde tel qu'il est aujourd'hui et qui évolue très vite et avec des surprises stratégiques presque tous les mois et nous verrons bien ce que va nous réserver 2026. Le postulat, on va dire, qui est partagé par tout le monde, c'est que effectivement les tensions vont plutôt aller croissantes et le monde de la défense va bénéficier d'un taux de croissance annuel d'environ 5 à 8% par an pendant les prochaines années. Et donc, ça ouvre de grandes opportunités pour les entreprises qui veulent s'y développer. Donc, de toute façon, de manière, on va dire, historique, le monde de la défense est un secteur contracyclique. Hein. Donc, on a aussi toutes ces instabilités qu'on a également citées précédemment, qui peuvent aussi écorner le business classique civil. Et donc, effectivement, en contrepartie, on a une montée en puissance de la défense. Et donc, ils profitent aux entreprises. Donc, toutes les entreprises qui aujourd'hui sont positionnées sur la défense bénéficient de ces perspectives. On le voit aujourd'hui en bourse avec la montée de toutes les entreprises affectées par le secteur de la défense. Et donc, l'intervention qui me paraît, moi, ici importante, Helsing a été cité juste avant. On peut également citer Harmattan, là, qui a fait quelques choux gras dans la presse avec la montée au capital de Dassault Aviation pour des montants assez significatifs cette semaine. La tentation est grande pour de nombreux acteurs de se dire chouette, la défense, c'est la panacée et je mets tous mes œufs dans le même panier et on y va. Donc, oui, la défense, effectivement, va bénéficier d'un beau taux de croissance sur les prochaines années. Néanmoins, il faut quand même rappeler certaines réalités de ce marché-là, même si ça évolue. Et donc, en plus, ces réalités-là sont beaucoup plus fortes en France qu'ailleurs, et j'expliquerai pourquoi. Mais il faut rappeler que le marché de la défense, c'est des cycles longs, on en a parlé. Un Rafale, un sous-marin, c'est plusieurs dizaines d'années, voire des demi-siècles dont on parle. Il y a beaucoup de décalage de la commande, c'est de la commande publique. En France, élément supplémentaire, on est tous conscients de la situation financière de la France, qui ne va pas aider non plus, y compris même s'il y a une priorité qui est mise sur la défense. Donc avec des décalages de commandes, ça a été rappelé aussi précédemment, qui est un petit peu en décalage avec les discours politiques et avec les commandes qui ne suivent pas. C'est un marché qui peut aussi faire l'objet de renversements stratégiques, qui au jour au lendemain des contrats massifs comme les sous-marins australiens disparaissent, et donc il faut se reconfigurer avec ça. Et enfin, c'est un contrat très domestique, un marché très, très domestique, avec d'une part élément aggravant quelque part pour la France, pour les startups, avec
un marché qui est très dominé par des grands acteurs qui font la force de la France, hein, il faut le rappeler. On a une singularité en France, c'est qu'on a probablement une défense qui est la plus efficiente au monde, on fait le plus de choses avec la meilleure qualité et le moins d'argent possible. Bon, le corollaire de tout ça, c'est que les volumes ne sont pas là. Donc, on maintient les compétences, mais avec des volumes faibles. Mais néanmoins, on fait beaucoup de choses. Donc, ces grands donneurs d'ordre qui font aujourd'hui notre force, ils sont là, ils occupent le terrain. Et donc, ça fait une barrière et un plafond de verre pour les startups. Dès l'instant où elles passent les premières étapes d'expérimentation pour passer à l'échelle, les grands donneurs d'ordre sont là et ne sont pas. L'innovation n'est pas réservée aux startups. Hein, ils innovent aussi tous les jours. Donc, il y a cette présence-là qui est très forte en France. Et pour se diversifier à l'export, c'est un marché très domestique. Je rappelle que les matériels de guerre, par défaut, le commerce et l'exportation est interdite et seulement autorisée par la SIEMG. Donc, il y a de fortes barrières à l'export, réglementairement parlant, et également d'un point de vue culturel, puisque les pays ont tendance à privilégier l'achat domestique. Donc, c'est un marché très compliqué. Donc, bien évidemment, les entreprises et les startups peuvent s'y lancer pleinement, mais c'est à leurs risques et périls. Il y en a qui réussissent très bien, mais il faut faire attention à ne pas prendre les quelques exemples qui réussissent pour une généralité. Voilà, donc moi je rappelle ici que le ministère des Armées, en tout cas la doctrine et les recommandations du ministère des Armées, de la DGA, de l'AID et de BPI France, c'est avant tout d'avoir deux jambes, de marcher sur deux jambes, une jambe civile et une jambe défense, qui sont quelque part contracycliques l'une et l'autre, mais qui permettent d'éviter de chuter. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Nicolas, c'était très clair. Donc, travailler sur deux jambes civiles et militaires. Donc, c'est ce qu'on va voir avec l'exposé suivant. Donc, nous avons une vidéo de Madame Marie-Hélène Barou, qui est directrice générale de Super Héros et qui va nous parler des enjeux à la fois de formation initiale, formation continue, innovation, recherche dans le domaine aérospatial, qui est un domaine où les applications sont à la fois civiles et militaires et où le militaire nourrit largement le civil. Donc, nous allons écouter Marie-Hélène Barou. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vais vous faire une présentation sur les aspects transformation de l'industrie aérospatiale de défense. Donc, je suis Marie-Hélène Barou, je suis directrice générale à l'ISAE Supaéro, donc bien concernée par le sujet. Et si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les collecter de manière asynchrone et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je vais commencer par vous présenter les enjeux et le rôle de l'aéronautique et du spatial. Donc, c'est un milieu en fait où on fait voler des fusées et des avions. Donc, c'est un milieu qui génère de la complexité. Et ce depuis toujours. Donc là, je vous ai présenté quelques photos, notamment des avions à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été l'époque où Supaéro a été créé pour justement créer justement une ingénierie de l'aéronautique, de manière à avoir l'avantage sur des théâtres d'opération, donc la guerre 14-18 à l'époque. Et ce qui était valable dans les années 1900 et quelques l'est toujours aujourd'hui. Donc, en miroir de ça, vous avez le SCAF, qui est d'une très, très grande complexité, à la hauteur finalement des moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Et bien évidemment, ça va toujours croître dans cette direction. Même chose pour les lanceurs. Hein, vous voyez le premier lanceur avec Monsieur Goddard et très rudimentaire, rien à voir effectivement avec les lanceurs qui sont envisagés sur l'image à côté pour l'exploration spatiale. Donc c'est la vision d'Elon Musk. Mais vous voyez, on est dans une complexité croissante et pourtant des technologies qui sont très difficiles à maîtriser. Parce qu'on ne défie pas la gravité sans avoir une bonne maîtrise de la technologie et de la complexité. Ces technologies, en plus, ce sont des technologies de rupture. Donc, on voit que le militaire, en fait, a toujours alimenté, dans le domaine aéronautique et spatial, a toujours alimenté des grands succès. Typiquement, l'avion de chasse modèle L-Delta, comme le Mirage 2000, a généré
le Concorde, qui en plus était aussi la première technologie de fly-by-wire, et donc qui a donné naissance à la gamme Airbus. Même chose pour les lanceurs, hein, on est sur des besoins de fusées comme le M51 qui ont aussi des liens très, très proches avec tous les lanceurs de la gamme Ariane. Et dans le domaine du spatial, qui a longtemps été un domaine de chasse gardée militaire, on voit que toutes les technologies comme CSO qui est présenté ici ont donné lieu à des constellations comme Pléiades, qui sont des constellations civiles et qui alimentent aussi notre société grâce à ces technologies de rupture. Et donc, pour tout ce qu'on a dit, ce sont quand même l'aéronautique et l'espace sont des domaines stratégiques, d'une part parce qu'ils manipulent des technologies très complexes, et d'autre part parce que maintenant, ils sont ancrés dans notre quotidien. Vous voyez illustrer le GPS, la météo, les avions, notamment les avions cargo que nous avons beaucoup utilisés pour les fêtes, notamment via Amazon. Et ces technologies aéronautiques et spatiales notamment militaires, sont là aussi pour la défense de nos intérêts. Donc là, j'ai mis en illustration CERES, qui est un programme de renseignement électromagnétique par satellite. Le renseignement, en fait, c'est ce qui permet à une nation comme la nôtre d'être au courant de ce qui se passe et d'anticiper. La défense de nos intérêts, ça passe aussi par la défense de nos assets, nos atouts. Dans l'espace, la ministre Florence Parly avait parlé de l'agression de petits satellites renifleurs, le Cholin, qui s'était un petit peu approché d'Athéna Fidus. Bon, mais maintenant, on est au-delà du sniffage, hein, on est sur de l'agression pure et simple. On n'est pas encore à de la destruction qui génère des débris tels qu'elle est sur cette image de science-fiction. Malheureusement, j'ai bien peur que la science-fiction ne dure pas très longtemps. Et la défense de nos intérêts, vous le savez peut-être, mais le système SCOA, aujourd'hui, de l'armée de l'air et de l'espace, protège le territoire français et empêche les intrusions de toute menace étrangère volante sur notre territoire. Donc voilà, on est sur la défense de nos intérêts au travers des technologies aéronautiques et spatiales. Donc, effectivement, c'est un domaine extrêmement stratégique. Il subit de grandes évolutions. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Ça a déjà frappé d'autres domaines, notamment les véhicules, comme certains l'ont écrit dans la revue. On est sur des cycles de développement qui ont été déjà raccourcis. À chaque dizaine d'années, en fait, on réduit des cycles de presque un facteur 2, mais ça va encore plus vite. Ça va de plus en plus vite. Et non seulement les cycles sont raccourcis, mais la complexité va en augmentant. Donc, on est sur des facteurs en ce moment de rupture également dans la conception des systèmes aérospatiaux et dans la fabrication de ces systèmes. L'intelligence artificielle va être une aide, mais elle est aussi un enjeu, à la fois parce qu'elle dans la conception des systèmes, mais aussi dans les systèmes eux-mêmes, dans l'intelligence des systèmes qu'on délivre. Dans les enjeux, on a aussi le détournement des technologies civiles qui sont de plus en plus à la pointe. Finalement, la frontière entre le civil et le militaire est devenue un petit peu floue et on a maintenant des détournements d'usage de technologies civiles à des fins militaires ou terroristes. Et là, donc, effectivement, ça veut dire que quand on conçoit les systèmes, il faut aussi penser que ce seront des menaces potentielles si la technologie va dans le civil. D'ailleurs, on a de plus en plus de contrôle sur les exports de technologies dites duales. Et enfin, vu ces cycles de développement raccourcis, accélérés, de plus en plus complexes, on est aussi sur un besoin d'innover pour réagir très vite afin de conserver le leadership.
J'ai mis une image qui personnellement m'a frappée. Je ne sais pas si ça avait été le cas, mais c'est vrai que le fait de voir ces deux lanceurs atterrir, c'était un truc totalement out of the box et qui finalement a révolutionné le domaine des lanceurs satellites. Ben voilà, il a pris une avance que maintenant tout le monde galope derrière pour la rattraper. Donc voilà, c'est un marqueur fort du domaine aéronautique et spatial et qui amène finalement des défis maintenant pour la formation. Donc dans les principaux défis que nous avons, comme je l'ai dit, on ne fait pas voler un avion ou un satellite ou même une fusée sans avoir une maîtrise des technologies. Donc il y en a beaucoup. Les systèmes sont de plus en plus complexes, donc il faut à la fois maîtriser les technologies, mais maîtriser la vision globale de l'utilisation de ces technologies. Donc, on est sur une rupture aussi dans nos formations au système complexe et avec de plus en plus d'utilisation effectivement de l'intelligence artificielle dans ces conceptions. Mais malgré tout, il faut aussi maîtriser les risques et la sécurité. Donc, on a besoin d'avoir des ingénieurs, des scientifiques qui sachent faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image d'illustration où on voit trois jeunes en fait qui sont autour d'une maquette. C'est une tendance très très forte dans notre formation. On est sur de la formation par compétences et la vérification des compétences se fait de plus en plus par vraiment la plongée dans le faire et va dire la maîtrise des ordres de grandeur, la maîtrise de s'assurer que cette rupture technologique est faisable et est intégrable de manière pertinente dans les systèmes. Et un autre enjeu, c'est la place de l'humain. Il y a beaucoup de travaux actuellement pour les avions sans pilote ou un seul pilote. Les systèmes deviennent de plus en plus complexes, mais malgré tout, il y a toujours des êtres humains derrière et ça veut dire qu'il faut donner la possibilité à nos cerveaux qui datent de l'époque des chasseurs-cueilleurs d'être capables de réagir à maintenant un monde où l'intelligence artificielle pédale beaucoup plus vite que nous. Néanmoins, pour conserver notre place et finalement apporter notre contrôle, il faut aussi penser aux interfaces machines et à notre manière de contrôler ces systèmes aéronautiques et spatiaux. Donc la place de l'humain est quelque chose qui va devenir de plus en plus complexe à l'avenir. Et donc, dans la formation aéronautique et spatiale, il y a un gros enjeu aussi, comme je l'ai dit, les technologies évoluent très vite. Donc, nous devons donner à nos étudiants et à nos diplômés l'état de l'art N+2. Nous avons une grande proximité avec la recherche. Dans notre école, en tout cas Isaïe Super Héros, la recherche est totalement au service de la formation et permet justement à nos enseignants-chercheurs d'intégrer immédiatement dans les cours les fruits de leur recherche, que ce soit les leurs ou les fruits de leur collaboration. Même chose, nous avons une forte proximité avec l'industrie, ils sont dans nos conseils d'orientation, de perfectionnement, et ils sont aussi dans nos vacations, ils interviennent dans nos cours pour donner des perspectives aussi à nos étudiants. Nos formations doivent également s'adapter en permanence. Donc, on est en train d'introduire une très forte agilité dans les formations. Une formation d'ingénieur, c'est 3 ans. C'est déjà un certain délai aussi pour la certifier auprès des autorités. Mais malgré tout, il faut aller vite, il faut être agile pour s'adapter. C'est une chose qu'on est en train, par exemple, de faire avec la place de l'intelligence artificielle dans notre formation. Il nous faut aussi, pour avoir cet accès à la technologie N+2, il nous faut booster l'innovation. Donc, la démarche innovation est de plus en plus introduite dans nos cursus. Elle est de base dans les cursus ingénieurs et on a certains masters spécialisés là-dessus qui sont plutôt de la formation continue. Mais même dans les cursus internationaux master, maintenant, on commence à intégrer l'innovation pour que nos jeunes diplômés sachent
connaissent les modèles d'innovation, les manières de faire pour aller vite et surtout pour passer entre guillemets la vallée de la mort et donner à son innovation le plus de chances de survie possible. Et formation continue, je l'ai un petit peu évoqué, c'est aussi un fort outil pour, on va dire pour upgrader les compétences des ingénieurs ou des techniciens supérieurs ou des cadres qui sont en poste et pour justement leur donner l'état de l'art N+2 et leur permettre de suivre la cadence. Donc voilà, les grands défis de la formation. Former à la complexité, intégrer les nouvelles technologies, mais il y a un autre défi qui est la variété des profils. On a énormément de demandes quand on parle de l'industrie aéronautique et spatiale de défense. Le nombre de profils d'ingénieurs est très vaste. Et c'est pour ça qu'on s'est allié au sein du groupe ISAE. Chaque école a sa couleur, sa technologie. Donc, vous l'avez compris, pour Supaéro, c'est plutôt la complexité. L'ENSMA, c'est plus la mécanique. L'école de l'air et de l'espace, c'est plus les concepts d'emploi militaire. L'ENAC, c'est plus les opérations aéronautiques. Donc, voilà, on fournit à la base industrielle et technologique de défense des profils variés qui sont de qualité. Et c'est aussi un vecteur fort d'innovation, puisque quand on met ensemble des profils variés, ben c'est là qu'on a l'émergence de solutions de rupture. Et donc, on est vraiment convaincu que grâce à cette qualité et cette variété de profils, on contribue à booster l'innovation du secteur. Et le dernier point, qui est propre à la défense et aux dernières évolutions géopolitiques, qui font qu'effectivement, il faut qu'on s'arme, sans mauvais jeu de mots, par rapport aux enjeux de défense, ben, on est en train de créer avec l'ENSTA et l'ISAE Supaéro une formation d'ingénieurs défense et sécurité, donc avec des jeunes diplômés qui seront formés aux enjeux de défense français et européens et qui seront également formés aux concepts d'emploi et environnement spécifiques militaires et aux enjeux de discrétion, de souveraineté, etc. Je mentionne également l'Académie spatiale de défense qui comprend l'école de l'air et de l'espace, l'ISAE Supaéro et le commandement de l'air et de l'espace, où là aussi on est en train de développer un paquet de formations continues pour faire grandir sur les enjeux de défense et de souveraineté dans le domaine spatial. Donc, voilà, ce sont nos défis de formation que nous sommes en train de vivre. Donc, ce que je vous présente là, ce n'est pas une évolution du passé, c'est vraiment une évolution du présent et probablement de l'avenir. Donc, pour conclure, en fait, l'aéronautique et l'espace de défense et son industrie amènent des ruptures technologiques qui finalement alimentent notre quotidien et nous rendent même dépendants dans notre quotidien, ce qui les rend d'autant plus stratégiques et qui crée finalement des besoins de protéger ces technologies, de les rendre toujours au plus haut niveau d'innovation et de souveraineté, on va dire, afin de préserver notre industrie, notre protection et notre modèle de société. Et pour ça, ben, il y a des forts enjeux de rapidité, d'agilité, d'innovation, mais aussi d'éthique. Il y a la place de l'humain qu'il faut penser. Je pense que dans la partie défense, c'est un sujet qui a toujours été très présent et qui va l'être de plus en plus avec l'intégration de l'intelligence artificielle, mais aussi de la rapidité et finalement de la rapidité de notre cerveau à répondre à la rapidité des systèmes. Et pour ça, ben, on transforme aussi nos formations pour maîtriser toute cette complexité, pour maîtriser la sécurité d'objets qui volent et qui peuvent exploser. Et voilà, donc l'ISAE Supaéro est aux côtés de la base industrielle et technologique de la défense comme auprès des états-majors pour apporter cette part de transformation.
J'espère que j'ai pas été trop vite et que mon exposé était clair. En tout cas, je suis prête à répondre à vos questions en asynchrone si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne continuation de conférence et à très bientôt. Merci Marie-Hélène, merci Alexia pour avoir passé cette vidéo. Je vous propose maintenant d'élargir un peu notre point de vue et de regarder un peu ce qui se passe à l'international avec Benoît Rademacher, qui est directeur adjoint de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Donc Benoît, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je tiens en premier lieu à remercier l'équipe des Annales des Mines pour leur invitation. Et je remercie également Pierre-Nicolas Nabé, qui est mon co-auteur pour l'article qui est paru voilà, au numéro d'août en 2025 de Réalité industrielle. Alors, pour poser le contexte, Grégoire Postel-Binet l'a rappelé, la totalité des budgets de défense dans le monde représente de l'ordre de 2700 milliards de dollars. Ce sont les données 2024. Soit à peu près, pour fixer un ordre de grandeur, 2,5% du PIB mondial. Si on regarde l'industrie de défense en soi, le chiffre d'affaires défense agrégé des 100 plus gros industriels de défense uniquement pour les activités défense représente de l'ordre de 680 milliards de dollars. Et si on essaie de le rapporter à un proxy pour avoir une idée du dimensionnement qui est la production manufacturière mondiale, ça représente de l'ordre de 4% de cette production. Et donc, ça permet de rappeler que l'industrie de défense, c'est quand même un secteur qui est relativement petit par rapport au secteur industriel mondial, mais qui s'appuie néanmoins, qui développe des programmes qui sont très complexes. Marie-Hélène Barou l'a rappelé, avec une intensité technologique qui est relativement forte. Enfin, le marché mondial des exportations d'armement, c'est de l'ordre de 110 milliards de dollars. Donc, ce qui est un marché qui est quand même voilà, relativement restreint. Nicolas Berdou l'a rappelé, c'est également un marché qui est extrêmement réglementé avec un principe général qui est l'interdiction du commerce des armes. Alors, ceci étant posé, un regard rétrospectif sur 15 ans permet de mettre en évidence une tendance haussière globale des budgets de défense. Ainsi, on est passé de l'ordre de 2,2% du PIB en moyenne en 2010 à des budgets de défense qui atteignent 2,5% du PIB en 2024. Néanmoins, on a des dynamiques qui sont très contrastées, puisque l'accélération la plus importante vient de la Chine, avec une croissance annuelle, je dis bien une croissance annuelle, de l'ordre de 8,5% par an, et qui tire globalement la région des pays d'Asie dans les statistiques qui existent. Et les pays du Moyen-Orient sont des clients traditionnels, on va dire, de l'industrie de défense, ont connu pour leur part une progression de l'ordre de 70%. Alors que si on regarde les pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis, ils s'inscrivent en fait dans la tendance mondiale, qui est une augmentation sur cette période de 15 ans de l'ordre de 35%. 35%, qui n'est pas si énorme. Mais en fait, ce qui nous a vraiment marqué et ce qui nous a frappé en regardant ces éléments, c'est le contraste que l'on a entre trois groupes de pays. Déjà, de manière indéniable et incontestable, il y a deux leaders qui sont les États-Unis et la Chine et qui dominent de manière très claire le paysage mondial de la défense. Et à eux deux, ils regroupent 50% des dépenses de défense mondiale. Les deux tiers du chiffre d'affaires défense, pour l'exposer, des 100 plus grosses industries de défense, voilà, sont réalisés par des entreprises soit américaines, soit chinoises. Et ces pays représentent également près de 50% du total des exportations d'armement dans le monde. Alors, ils ont des dynamiques qui sont relativement différentes, puisque la Chine est vraiment dans une logique de rattrapage, même si l'écart est relativement important entre les deux. Après, on a distingué un groupe de pays. On a pris la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne. On y a ajouté le Japon, même si le contexte est un peu différent, qui en fait sont des pays qui ont une tradition industrielle de défense, avec une industrie de défense qu'on peut considérer comme étant arrivée à maturité, et qui ont un avantage comparatif technologique évident. En tout cas, c'était le cas jusqu'à présent, mais dont la dynamique au niveau de l'effort de défense est paradoxalement relativement faible, puisqu'elle est demeurée durablement sur cette période, même si c'est en train de changer, j'y reviendrai, inférieure à 2% du PIB de ces pays. Un point qui me semble également important de mentionner, c'est le fait que ces bases industrielles et technologiques de défense sont très dépendantes aux exportations. Par exemple, le CA export des industries de défense en France représente de l'ordre de 30% du CA défense. Donc, c'est une dépendance qui est relativement forte. Mais surtout, ce qui est vraiment marquant, c'est le fait que l'on a des pays qui ont une politique qui est vraiment très volontariste, avec une logique à la fois de montée en puissance en matière d'équipement militaire,
mais également de monter en gamme en matière de base industrielle et technologique de défense. Donc, on a cité quatre pays qui sont l'Inde, la Corée, la Turquie, la Pologne, et je crois que Léo en parlera bien mieux que moi concernant la Turquie et la Pologne. Alors, concernant ce dernier groupe de pays, c'est ce groupe qui me semble intéressant, on peut avancer plusieurs facteurs explicatifs. En premier, une logique de réarmement. Je veux dire, la tendance, elle est évidente, c'est le cas de la Pologne, par exemple, hein, qui ambitionne d'être la première armée de terre sur le continent, enfin, au niveau européen, hein, Russie. Et surtout, on a une volonté d'autonomie stratégique avec la construction d'industriels de défense qui sont moins dépendants de pays plus avancés. Alors, c'est le cas de la Chine, mais c'est surtout le cas de la Turquie, voilà, qui est très intéressant, notamment avec l'industrie des drones qui a été développée par la Turquie. Et ce sont aujourd'hui des compétiteurs qui commencent à exporter et à être présents sur le marché de l'export de l'armement. Il y a deux autres facteurs explicatifs qui me semblent également importants. La première, c'est les évolutions technologiques qui permettent d'une manière ou d'une autre d'abaisser les barrières à l'entrée de ces différents marchés. Mais également, et ça on le mentionne parfois moins, des innovations d'usage. Alors, j'ai mentionné l'industrie des drones. La Turquie a construit des porte-drones. Et on se retrouve en présence de pays qui sont capables de développer des systèmes qui sont moins complexes technologiquement, mais qui permettent néanmoins d'avoir un avantage opérationnel sur le terrain. Et notamment, les drones sont utilisés certes dans le cadre du conflit en Ukraine, mais l'ont également été dans le cadre du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ou l'Iran avec Israël, ou encore utilisés par les Houthis au niveau de la mer Rouge. Donc il y a toute une bascule également au niveau des cas d'usage, des différents systèmes qui peuvent être, voilà, qui peuvent être utilisés. Alors, je terminerai mon propos avec, de mon point de vue, des inflexions et surtout des enjeux majeurs que l'on commence à observer, enfin, que l'on observe bien. Après, c'est un peu difficile de dire comment ça va évoluer, mais il me semble important de les mentionner. Alors, le premier, c'est que la guerre en Ukraine a accéléré la logique de réarmement. Cette logique de réarmement, on voit qu'elle s'emballe avec des tabous qui tombent. Alors, ce sont mes termes, mais alors c'est vrai pour l'Ukraine. On parlait d'économie de guerre ou d'économie de la guerre. Hein. L'Ukraine, c'est 34% de son PIB, la Russie, 7%. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'évolution, par exemple, du budget de défense de l'Allemagne. Voilà, où il y a près de 100 000 milliards d'euros qui sont visés en 2026, 150 milliards d'euros en 100 2030. milliards. Je rappelle que la France, c'est 60 milliards d'euros et que dedans, il y a des dépenses qui sont liées à la modernisation des composantes de la dissuasion nucléaire. Et l'Allemagne, c'est uniquement du conventionnel. Donald Trump, de son côté, a annoncé un budget de 1500 milliards de dollars en 2027. Hein, on est en 2024, c'est de l'ordre de 1000 milliards de dollars, le budget de la défense américain. Et également, alors je le cite, mais l'exemple est marquant, la Chine construit l'équivalent d'une marine nationale française en 1 an et demi, en termes de tonnage. Donc, on a cette logique de réarmement. On a également, et Antoine Bouvier l'a rappelé, redécouvert la notion de dépendance. Alors, effectivement, on était dans une logique d'interdépendance consentie, mais le contexte, vous l'avez compris, et je ne vais pas revenir sur les propos d'Antoine Bouvier, est en train d'évoluer, puisqu'on a des dépendances stratégiques en matière de défense. On a également des dépendances en matière de technologie, mais également des dépendances, et c'était abordé par Arnaud de Ries, en matière d'approvisionnement pour les matières premières stratégiques. Alors ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est un véritable enjeu. Et la question, par exemple, autour du Groenland, voilà, tourne également, hein, pas que, mais tourne également autour de la question d'avoir accès à des matières premières stratégiques. Et enfin, le dernier élément, c'était rappelé par l'ensemble des intervenants qui m'ont précédé, c'est que cette compétition, il faut bien comprendre qu'elle va bien au-delà des seules industries de défense. C'est tout un volet que nous n'avons pas pu aborder dans l'article, bien évidemment, mais c'est bien évidemment les capacités civiles, puisqu'on voit qu'il y a un peu une sorte de bascule, on était dans une logique un peu de spin-in, des innovations, de spin-off, pardon, des innovations dans le domaine militaire qui viennent irriguer le domaine civil, et aujourd'hui on est plutôt dans une logique de captation des innovations du domaine civil, pas pour tous les systèmes. Donc, il y a une logique de spin-in. Et je vais citer très rapidement 3 enjeux qui me semblent importants. Il y a un enjeu sur les composants électroniques. Lorsqu'on parle de Taïwan, hein, Taïwan a des fondeurs, notamment TSMC, qui produisent des puces électroniques. Aujourd'hui, c'est un enjeu important et on voit que les États-Unis, notamment, sont dans une logique en fait, de rapatrier un certain nombre de capacités de production de puces sur leur territoire national.
logique, pas de mondialisation, mais dans une logique en fait d'avoir une autonomie sur ces chaînes d'approvisionnement. Le deuxième élément que je mentionne, c'est au niveau de la politique spatiale. Alors, l'Allemagne, encore elle, a annoncé consacrer sur les 5 années à venir près de 7 milliards d'euros par an à l'espace, hein, ce qui est vraiment énorme, qui était d'ordinaire en fait une compétence industrielle qui faisait partie des compétences d'excellence de la France. Et je cite également l'objectif des Émirats arabes unis. Donc on est dans la péninsule arabique qui ambitionne d'être dans le top 10 des constructeurs voilà, on va dire de lanceurs spatiaux et de satellites à l'horizon 2030. Donc on a cette compétition qui est un peu généralisée. Et enfin, le dernier élément, mais qui a été esquissé également par d'autres intervenants, je pense qu'il y a un vrai enjeu au niveau de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est beaucoup drivé en fait par des acteurs civils et pas nécessairement par des acteurs militaires. Et on voit bien que c'est sans doute une technologie qui pourra constituer un game changer pour l'avenir. Alors, je vous remercie pour votre attention et je redonne la main à Stéphane Monnier. Merci à vous. Merci beaucoup, Benoît. Je vous propose de conclure ce tour de table avec une intervention de Léo Peria-Peigné, qui est chercheur au Centre d'études et de sécurité de l'IFRI, pour approfondir le cas particulier des industriels de défense de Corée du Sud et de Turquie, qui ont connu une forte croissance là, au cours de ces dernières décennies et qui maintenant se positionnent à l'export. Léo, vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup et merci de me donner la parole. Je vais revenir très brièvement sur donc, deux cas particuliers qui sont la Corée du Sud et la Turquie, qui sont en fait assez similaires dans leur évolution. Et je vais revenir dessus tout simplement parce qu'en fait, ils représentent à l'heure actuelle des concurrents nouveaux pour nos industries de défense, et de nouveaux challengers à l'export sur des marchés qui ont très longtemps été considérés par certains industriels comme acquis. On est sur deux acteurs qui sont aujourd'hui en mesure de fournir plus vite, moins cher que sur beaucoup de segments que les industriels beaucoup plus installés, à un moment où ces enjeux-là redeviennent prépondérants avec le retour d'une perspective de guerre en haute intensité. On peut penser à la commande polonaise de 2022, où face à la guerre en Ukraine, Varsovie va commander en urgence 1 millier de chars, 700 obusiers chenillés, 300 lance-roquettes multiples et quelques avions légers de combat qui seront par la suite appelés à être améliorés et produits sur place. On peut aussi penser plus récemment à la commande roumaine de véhicules blindés légers, qui s'est faite notamment au détriment d'Arcus, et aussi les programmes de coopération que l'Italie et l'Espagne entretiennent avec la Turquie sur les drones ou sur le développement d'un porte-avions ou d'un porte-aéronef pour la Méditerranée. Cette concurrence, si vous voulez, par le bas, sur des systèmes pas forcément extrêmement pointus techniquement, mais qui sont en fait le carburant de toute guerre en haute intensité, elle vient s'appliquer à une BITD européenne qui avait déjà une concurrence par le haut, si vous voulez, sur le très haut du spectre et la très haute technologie, qui était incarnée par notamment en fait l'industrie de défense américaine. Seulement, la Turquie et la Corée du Sud ne sont pas où elles en sont aujourd'hui par hasard. Cet état de fait, il est le résultat en fait de bientôt 50 ans en fait de travail et de stratégie qui sont qui sont poursuivis, qui sont aussi transpartisans dans ces pays-là. Vous n'avez pas de débat sur le besoin de développer une industrie de défense en Turquie comme en Corée du Sud, qui commence il y a effectivement à peu près 50 ans, les années 70. Pour la Turquie, ça commence quand les partenaires d'Ankara le soumettent à l'embargo suite à l'invasion du nord de Chypre. La Turquie étant à l'époque importatrice de près de 95% de ses équipements, elle se retrouve complètement coupée de son approvisionnement et décide par conséquent de se lancer dans l'aventure de la création d'une BITD qui a vocation avant tout à répondre à ses propres besoins et à limiter sa dépendance à ses partenaires. À peu près exactement la même réflexion que le gaullisme aura dans les années 50, ou même avant eux, la 4ème République, pour relancer une industrie de défense qui était bien abîmée par la guerre. La Corée du Sud, de son côté, vous avez des éléments qui vont peut-être beaucoup nous parler aujourd'hui, puisque dans les années 70, les Coréens du Sud voient en fait le retrait progressif des Américains de la péninsule, mais font face à un adversaire coréen du Nord qui est toujours aussi menaçant. Ils vont donc décider d'investir sur leur propre potentiel industriel de l'époque, via des grands groupes civils, en obligeant ces grands groupes à investir une partie de leur capital industriel dans la défense, ce qui explique des structurations qui sont un peu différentes. Par exemple, les entreprises de défense sud-coréennes sont en fait des groupes civilo-militaires qui n'ont qu'une partie finalement très réduite de leur potentiel ou de leurs revenus dans le monde de la défense.
Ce sont deux pays aussi qui ont le point commun d'avoir des armées de conscription, des armées de masse qu'ils ne vont pas abandonner après la fin de la guerre froide, puisque selon elles, la menace est toujours prégnante, et qui, par conséquent, commandent, et commandent en grande quantité, ce que ne font plus les armées européennes, et qu'elles ne faisaient déjà plus un petit peu avant la fin de la guerre froide, en réalité. Là où, c'est comme les clients traditionnels européens ne commandent moins, les clients plus lointains, comme la Turquie ou la Corée du Sud, qui eux commandent en masse, eux vont devenir beaucoup plus intéressants. Mais comme ils ont la main sur une demande qui est devenue rare, ils sont aussi en mesure de décider et de négocier de manière beaucoup plus prononcée les conditions auxquelles ils achètent. Et c'est cela qui va leur permettre en fait de jouer sur les offsets, les compensations industrielles, les transferts de technologie, avec l'idée simple qui est que je veux équiper mon armée de tel système, je dois pouvoir en produire une petite partie, voire même la majorité après un certain temps, je dois pouvoir en faire l'entretien chez moi, et je dois pouvoir surtout l'améliorer avec mon industrie nationale. Ça va être un processus qui va être assez lent. Au départ, on va partir sur des choses assez simples, des répliques d'armes légères, par exemple, et au fur et à mesure, des systèmes de plus en plus complexes, des véhicules terrestres d'abord, puis des véhicules aériens légers, des avions, et enfin des navires. Avec aujourd'hui, toujours en se capitalisant sur cette instrumentalisation des offsets garantis par les acteurs industriels plus installés, une montée en compétences qui est certes progressive, ça prendra peut-être 40 ans, mais qui sera au final la réalisation de la stratégie qui avait été pensée à l'époque. Avec aujourd'hui des industries de défense coréennes et turques qui sont autonomes entre 70 et 80% et qui visent à franchir le pas des 20% qui leur restent, qui sont aujourd'hui les pas les plus complexes et les plus chers. Ça passe par exemple, faire un moteur d'avion, un moteur de char, qui sont des parties chaudes, qui sont des parties techniques, qui requièrent des compétences qui sont souvent très poussées. Ce qui va requérir notamment un investissement qui peut être plus important comparativement qu'auparavant. Or, dans le même temps, ces pays-là sont devenus des exportateurs. Ils ne sont plus seulement des receveurs d'offset, ils ne sont plus là seulement pour importer, puisqu'ils produisent une majorité de ce dont ils ont besoin. Mais au contraire, pour soutenir leur effort technologique, ils vont devoir s'impliquer davantage sur le marché de la défense, et donc entrer en concurrence avec tous les autres, et jouer sur leurs avantages comparatifs, y compris en transmettant une part de la technologie qu'ils ont reçue. Ça va être un gros problème à l'heure actuelle, notamment pour la Turquie, qui fait face à des problèmes de liquidité qui sont importants. Et à plus long terme, ça risque de devenir un problème pour la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui de son côté a choisi un modèle de développement, outre le jeu sur les offsets, va aussi choisir de faire beaucoup plus de partenariats, beaucoup plus prononcés, de création de joint venture, pour capter cette innovation et progresser plus rapidement. À court terme, ou même à moyen terme, ça pourrait être un point bloquant, puisque les pays ou les entreprises avec lesquelles les Coréens ont fait des joint ventures vont finir par avoir un certain poids pour dire non, là vous jouez avec ma propriété intellectuelle, puisque c'est une joint venture, je vais vous stopper puisque vous risquez de devenir un concurrent à l'avenir. Néanmoins, comme on le disait, ces deux pays-là sont aujourd'hui des concurrents qui sont importants, qui ont des ambitions. La Corée du Sud a déjà beaucoup pénétré en fait, le marché européen. Avant même 2022, les obusiers, notamment coréens, sont présents dans les inventaires européens depuis plus de 15 ans en réalité, mais ils le faisaient à bas bruit. Aujourd'hui, alors que le réarmement européen s'accélère et requiert du matériel rapidement, en grande quantité, et pour un prix qui sera relativement limité, alors la balance s'inverse. Et ceux qui étaient les receveurs d'offset complets d'il y a 30 ou 40 ans sont aujourd'hui même en mesure de donner des offsets, puisque la production de matériel coréen en Pologne inclut une assez grande quantité de transfert de technologie et de savoir-faire de l'industrie coréenne à l'industrie polonaise. Et je vais m'arrêter là. Merci Léo et merci à tous les intervenants pour nous avoir présenté ces différents enjeux. Je vous propose maintenant que l'on donne la parole à la salle pour avoir les premières réactions, les premières questions et y répondre. Qui a une question à poser? S'il y a des questions particulières. Oui, bonjour Alexandre Buch, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, bonjour, je suis membre du contrôle général des armées, donc je travaille au ministère des Armées. Merci beaucoup pour la qualité de ces propos qui sont très intéressants. Alors moi, je travaille sur les exportations d'armement et j'essaye d'optimiser le dispositif sur les ordres du ministre. J'avais une question sur le tissu industriel. Vous avez rappelé euh, avec raison que un des sujets clés était
la qualité du tissu industriel sur laquelle s'appuyaient les grands donneurs d'ordre, hein, qu'on connaît tous. La fragilité de ce tissu, il implique deux risques majeurs. Un risque d'être exposé à tous les vents en termes de fragilité, de risque cyber, etc., mais aussi d'empêcher une remontée en puissance de la capacité industrielle au service des armées. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, nous, ministère, pour renforcer et consolider ce tissu industriel, et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Qui veut répondre? Arnaud, peut-être? Je veux bien. Volontiers, volontiers. Bon, j'ai la chance effectivement de pouvoir regarder pas mal de PME, d'entreprises dans le cadre de mes activités. Il y a un premier point, si on cherche des leviers pour faire que ces entreprises fonctionnent bien. Le premier levier, c'est un levier de simplification. Aujourd'hui, le référentiel de spécification, lorsqu'il descend depuis les forces en passant par la DGA et qu'il est décliné vers les primes et qu'ensuite il est cascadé vers les petites et moyennes entreprises, est aujourd'hui extrêmement lourd. Il est souvent pertinent, voire très pertinent pour assurer la qualité des produits, mais il mériterait peut-être d'être repensé dans une logique qui permettrait à ces petites entreprises de bénéficier de toute leur agilité. Donc ça, c'est je dirais, un levier qui viendrait par le haut pour limiter l'effort administratif que ces petites entreprises, qui sont souvent sous-dimensionnées pour y répondre, voilà, ça pourrait être un vrai levier de simplification. Ensuite, il y a la question de l'expression de la demande et de donner de la visibilité à ces entreprises. Donner de la visibilité sur les volumes pour une petite entreprise qui fait des pièces mécaniques, mécano-soudées, qui fait des PCB équipés ou ce genre de choses, ces gens-là ont besoin de perspectives pour pouvoir s'organiser, approvisionner leurs sous-composants, engager leurs frais. Et donc, la question de la visibilité sur le temps long et la visibilité en termes de volume est, à mon sens, une des clés. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne l'automobile, c'est comme ça que nous arrivons à faire fonctionner notre supply chain en donnant de la visibilité sur les volumes et sur la durée à nos fournisseurs. Et je pense que le travail combiné au plus haut niveau avec les primes et la DGA pourrait être bénéfique à ces entreprises. Il y a un troisième levier, on a beaucoup parlé d'export et il y a beaucoup de gens qui viennent exporter en Europe, mais quand je discute avec les patrons de ces petites entreprises, souvent, je m'aperçois que leur capacité à aller eux-mêmes à l'export, sans forcément se cacher derrière un grand prime, de proposer leur savoir-faire pour se développer et obtenir une taille critique et être résilient. Là-dessus, on les sent peut-être un peu frileux ou en tout cas mal accompagnés ou peut-être tout simplement n'y ont même pas pensé à pouvoir proposer leurs services à l'export. Et là, je pense qu'il y a encore une fois un levier assez fort pour faire de ces entreprises des futurs champions. Dernier élément, c'est le financement des CAPEX. La décision la plus difficile pour un chef d'entreprise qui sert la défense, c'est la décision d'investissement, comme dans toute entreprise, acheter des machines, acheter des moyens. Et le support, alors, je me tourne vers la BPI probablement, mais soutenir la politique d'investissement dans des moyens modernes, efficaces, très digitalisés, parce qu'on a une question de compétitivité majeure en France qu'on doit résoudre, et elle ne passera, à notre sens, que par une automatisation, une digitalisation très très forte. Donc aider le financement de ces CAPEX, je pense que c'est un des leviers également majeurs pour soutenir l'effort de ces entreprises et bien sûr le caractère dual de leurs activités, mais ça a déjà été mentionné. Voilà, moi, les éléments de réponse que je peux vous apporter avec ce que j'ai pu voir sur notre BITD française et européenne. Merci, Je peux Arnaud. ajouter un point. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Arnaud. Peut-être deux commentaires. L'export, oui, mais l'export, c'est très compliqué, c'est risqué en termes réglementaires, en termes de réputation, en termes de compliance. Et les PME n'ont pas toujours les compétences, les ressources pour gérer de façon conforme et de façon sûre des sujets qui sont très compliqués. Et l'export, c'est aussi, les grands groupes le savent, mais les grands groupes ont une capacité d'absorber ces difficultés qui est bien supérieure. L'export, c'est aussi des cycles très longs et une grande incertitude. Et quand on a un portefeuille de produits, un portefeuille de pays qui est suffisamment large,
on absorbe d'une certaine façon, à travers la diversité de ce portefeuille, les risques et les délais. Quand on est une PME et qu'on a un produit et un nombre limité de pays export, à ce moment-là, il y a une dépendance beaucoup plus forte à cette incertitude. Il y a un point que j'aurais rajouté à ce qu'a dit Arnaud, c'est du point de vue de la commande publique, la réduction des cycles de décision et réduction des cycles de contractualisation. Parce que autant un grand groupe, lorsqu'il est sur un grand nombre de discussions, de négociations avec la DGA, peut réaffecter des personnels, des ingénieurs entre des programmes qui prennent un peu de retard et des programmes au contraire qui s'accélèrent, il y a une capacité d'adaptation, de flexibilité interne. Autant quand on est dans une logique de PME et encore plus une logique de start-up, avec un nombre de mois sur lequel on sait qu'on a du cash, et puis après on commence à avoir des problèmes significatifs, chaque semaine, chaque mois compte. Et je le vois en comparant l'expérience que j'avais chez Airbus et les quelques actions que je développe avec des startups du spatial. La notion de calendrier est absolument critique. Les grands groupes sont robustes, mais les startups ne le sont pas à un retard de 3-4 mois sur un contrat, sur une FASA ou sur une étude de faisabilité. Peut-être cependant, un petit problème aussi que je pense qu'on commence à rencontrer en France, c'est qu'on sort quand même de 4 ans de communication absolument intensive sur l'économie de guerre, sur investir plus, produire plus vite, moins cher. Sauf qu'au final, comme un des intervenants l'a précisé, en dehors des commandes liées à la dissuasion nucléaire, en dehors des commandes liées notamment à des programmes inexportables comme Scorpion, ou qui sont très difficilement exportables pour le domaine terrestre, il y a excessivement peu de commandes de la part de l'État qui permettent en fait un passage à l'échelle. Je ne pense pas que l'industrie allemande, à l'heure actuelle, elle se pose ces questions d'export, qui sont, dans le cas français, en fait, plus une béquille à en fait, un problème de moyens qu'une réalité. Et in fine, qui est en train de développer un modèle qui est plus attractif, qui, lui, peut produire peut-être plus vite, plus cher et en plus grande quantité, ça va être une industrie allemande, par exemple, notamment dans le domaine terrestre, pour le coup, moins dans d'autres, bien évidemment, mais qui, en fait, a beaucoup capitalisé sur l'aide à l'Ukraine, tout simplement. L'Allemagne a commandé à son industrie en propre pour l'Ukraine, là où la France, et j'en ai encore eu la démonstration très récemment, en fait, démarche surtout les Européens pour qu'ils achètent à son industrie pour l'Ukraine. Et ça, c'est au moins depuis Peut-être une question pour Antoine Bouvier. Il a insisté sur les arbitrages à faire entre la masse et la technologie. Si on regarde les priorités annoncées dans la stratégie de défense et de sécurité américaine, on voit qu'il y a deux priorités affichées qui sont l'intelligence artificielle et qui sont le quantique. Et puis, quelque chose qui est exprimé de manière un peu vague, tout ce qui permet de rester en situation de meilleur mondial pour les questions de défense et de sécurité. Sur l'intelligence, alors le quantique, je pense que c'est plutôt du moyen à long terme. Je peux me tromper, mais et sur l'intelligence artificielle, il y a plusieurs effets. Il y a des effets sur l'innovation, il y a des effets en termes de gains logistiques et d'efficacité de l'appareil industriel et de rapidité et de souplesse. Et puis, il y a l'utilisation comme arme. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur là-dessus? Est-ce qu'on est tant au niveau français qu'européen dans une position suffisante ou est-ce qu'il faut là aussi renforcer également quelque chose? Si on prend le second volet que tu mentionnes, c'est-à-dire l'utilisation comme arme, elle pose certes des questions technologiques, mais elle pose aussi des questions éthiques et des questions de règles d'engagement et de doctrine d'emploi. Le comité d'éthique qui avait été mis en place par Florence Parly a émis un avis avec un certain nombre de principes et de propositions début 2025.
qui est une sorte de cadre qui va s'appliquer progressivement, parce qu'il est en cours de construction, à la fois aux forces, à la DGA et aux industriels. Et la question, elle est double. La question dont on pense que c'est la plus importante aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire en termes éthiques quand on construit, quand on développe, quand on emploie un armement. Mais la question qui va se poser de plus en plus durement aux troupes qui sont déployées, aux forces armées, c'est dans quelle mesure il est éthique que j'engage mes hommes alors qu'en face, il y a, si on prend la doctrine russe, un emploi massif et systématique de systèmes autonomes et létaux, qui aujourd'hui sont, on le voit en Ukraine dans les emplois des équipements russes, qui aujourd'hui sont plutôt semi-automatiques, mais pas semi-automatiques avec l'homme qui reste en partie dans la boucle par doctrine, mais semi-automatique par une insuffisance de l'avancée technologique. Donc en fait, cette question est une question qui est à la fois technologique, mais en fait, on sort à faire, mais une question d'emploi. Et l'emploi, c'est pas qu'est-ce que je suis prêt à faire d'un point de vue éthique, mais qu'est-ce que je suis prêt à accepter d'un point de vue éthique dans la mise en danger de mes hommes lorsqu'ils sont déployés sur le terrain par un commandant d'unité. Et c'est ça, je pense, qui va être extrêmement compliqué. Et je vous engage tous, parce que c'est très bien rédigé, à lire cet avis du comité d'éthique français, euh, qui en fait explique que euh, quel que soit l'usage qu'on fait de l'intelligence artificielle, en termes d'automatisation d'une fonction létale, il faut que la responsabilité du commandement, ils disent pas la responsabilité de l'homme, mais la chaîne de commandement reste totalement responsable. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas à un certain moment donner une délégation d'utilisation de la force létale à un équipement automatique, mais elle doit le faire dans un certain contexte. Et elle doit être capable de rendre compte ensuite, de rendre des comptes sur cette utilisation. Donc, dans certains domaines, comme par exemple la défense automatique des bateaux contre des équipements militaires qui sont non habités, ça pose aucune difficulté éthique. Dans d'autres domaines, ça pose des difficultés éthiques. Et ces difficultés éthiques, c'est encore une fois ce que je suis prêt à faire et que je suis prêt à accepter comme mise en danger de mes hommes pour un commandement d'unité. Merci. Merci Antoine. Je crois que Laure Courcelot a une question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je participe au cycle des hautes études pour le développement économique et on a notre note de problématique qui porte sur l'industrie française et européenne de la défense. Et donc ma question, c'est est-ce que la mise en place d'une formation d'ingénieur de la défense au niveau européen pourrait aider à la mise en place d'une BITD européenne? Donc cette question s'adresse principalement à Madame Barou qui est absente, mais si d'autres interlocuteurs veulent répondre, merci beaucoup. Peut-être un élément rapide, ce serait sûrement très intéressant. Le problème, c'est qu'on n'est vraiment pas tous armés de la même manière en termes de recrutement. On peut former tous ensemble, mais à la fin, celui qui recrutera, soit ce sera celui qui arrivera à proposer un cadre passion, entre guillemets, à des jeunes qui veulent construire leur carrière, mais ça va aussi être à celui qui paye le mieux. Et par exemple, dans le domaine terrestre, on peut former tous ensemble, KNDS France, KNDS Allemagne, Rheinmetall, Patria et les autres, mais à la fin, qui risque de remporter la timbale? C'est Rheinmetall, parce que c'est Rheinmetall qui produit le plus en ce moment, qui a les meilleures conditions salariales et qui est en fait en expansion tous azimuts. Là où des acteurs soit moyens comme Patria, soit carrément en difficulté comme Arcus ou KNDS France vont quand même avoir beaucoup plus de mal. Arnaud voulait répondre. Oui, pour illustrer, peut-être, comme je connais un peu les deux côtés du Rhin, nos meilleurs ingénieurs, M. Bouvier ne me contredira pas, vont souvent dans la BITD française, chez Safran, chez Airbus, chez MBDA. Avec plaisir, on y retrouve nos talents, dans le terrestre également. En Allemagne, évidemment, les gens préfèrent venir chez Porsche pour démarrer leur carrière. En tout cas, c'était et peut-être BMW en choix numéro 2, bien évidemment. Je caricature, mais c'est aussi très culturel. Donc, il y a aussi la question de savoir faire pivoter toute une culture d'ingénierie et une culture industrielle. Si je devais faire le parallèle, nous aurions bien des choses à apprendre de nos camarades allemands sur leur génie de production et de manufacturing, qui, je pense, nous manque depuis quelques années. Et eux auraient beaucoup à apprendre de nos capacités à concevoir des systèmes extrêmement complexes.
La question, c'est a-t-on envie de le faire? Et ça, c'est une volonté politique sur laquelle on peut s'interroger. Mais lorsqu'on fait un peu, je prends exprès, hein, je limite la discussion au tandem franco-allemand qui est aujourd'hui très en difficulté, mais on pourrait étendre aussi la réflexion, je pense, à l'Italie, qui est, je pense, un acteur qui est très surprenant dans sa capacité à s'organiser. J'ai eu la chance de travailler avec Avio, par exemple, et je peux vous dire que voilà, il y a en tout cas un enthousiasme, une motivation pour la chose technique autour du spatial et de la défense et la chose industrielle qui en fait un pays, je pense, sur lequel les opportunités de carrière vont être légion. Voilà. Voilà peut-être un petit éclairage complémentaire par rapport à ce qui était dit sur l'aspect culturel. Merci Arnaud. Je vous propose peut-être de prendre une dernière question, s'il y en a une, parce que nous sommes ensemble depuis 17 heures. Nous avions prévu 1h30, donc je vous propose une dernière question, après nous arrêterons. Est-ce qu'il y a une question? Écoutez, il me reste à remercier tous les intervenants pour cette très intéressante table ronde qui nous a permis de dresser un panorama très étendu, très large, très ouvert des questions qui se posent aux industries de défense. Je vous remercie à tous. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée.